Angle d'attaque. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Angle d'attaque. Angle d'attaque des journalistes, c'est l'émission qui se fait un point d'honneur à accueillir les confrères et grands noms de la presse sénégalaise et internationale. Sachant que nous n'avons pas la science infuse, nous nous posons les questions que nous croyons bonnes et que nos téléspectateurs croient également bonnes. Avant d'en arriver là, nous allons introduire nos deux invités que sont aujourd'hui messieurs Pape Samba Kane et Mohamedou Moustapha Dia. C'est excellent. Voilà, très bien. Il y a un dogme donc dans cette émission. On laisse d'abord le soin aux invités de nous raconter un peu leur trajectoire. On va commencer par Pape Samba Kane. Est-ce qu'on peut savoir actuellement ce qui vous occupe? Ce qui m'occupe, c'est d'écrire. Quand j'ai pris ma retraite, qui est en fait une semi-retraite, quand on dit que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir, j'ai dit, si on n'en sort jamais d'ailleurs. Hein? Et donc c'est ça qui m'occupe, d'écrire vraiment de la poésie, des romans et quelques réflexions qui ne sont peut-être pas destinées à la publication. Et j'anime un site avec mon compatriote et ami et confrère Mamadou Sy, ami surtout, psknews.com, pour justement garder un pied dans le métier tel que je le conçois et pour participer quand même au débat public. Je suis invité comme chroniqueur tous les mardis sur la RFM. Et ça me plaît bien de le faire. Ouais, et de loin un peu, quel regard vous jetez sur l'état de la presse actuellement? On rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle Les pages sombres de la presse. On s'en souvient. Quel regard vous jetez aujourd'hui sur cette presse? D'abord de dire que quand j'écrivais les écrits d'Ogias, les pages sombres de la presse, sans prétention, c'est une chose, ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce que j'entendais prévenir, non pas en arrêtant la mer avec mes bras seuls, mais en alertant les confrères surtout, et tous ceux que le devenir de la presse intéressait. À l'époque déjà, la presse n'avait pas très bonne mine, si je veux m'exprimer ainsi. La presse allait très mal. Et puis, je me rends compte aujourd'hui, malheureusement, que j'avais raison d'être inquiet, parce que ce qui arrive aujourd'hui, pour moi, mais vraiment, c'est le mur, quoi. On y est déjà. Je crois qu'on allait au mur en 2009, ce que je sentais. Là, on y est, et je suis de ceux qui pensent que quelque chose est fini. Qu'est-ce qui va commencer après? Je ne le sais pas. Mais quelque chose est fini par rapport à la presse. Elle ne sera plus jamais comme avant. Voilà. À vos côtés, nous avons également le plaisir d'accueillir monsieur Mohamedou Moustapha Dia. Est-ce que vous, comme Pape Samba Kane, vous pouvez nous raconter un peu vos états de service? Oui, comme on dit en anglais, pour faire d'une histoire longue une histoire très courte. Au départ, moi, j'étais professeur de philosophie, n'est-ce pas? Donc, au lycée Vanvo, d'ici d'ailleurs, à Dakar. Et c'est de là que j'ai basculé dans le journalisme au Soleil, au journal Le Soleil, avec Bara Diouf à l'époque. Et finalement, j'ai servi une dizaine d'années quand même dans Le Soleil, avant d'aller à l'étranger, aux États-Unis d'abord, ensuite en France, chaque fois dans les ambassades. Et ensuite, j'ai quitté ce monde-là pour travailler là-bas en France pendant quelques années. Et là, je suis revenu depuis quelques années, 2 ou 3 ans d'ailleurs, pour être plus précis. Et je suis conseiller spécial maintenant du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. C'est lui qui m'a fait revenir. J'ai gardé un pied dans la presse, évidemment, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est peut-être un mariage dont on ne sort jamais. La philosophie aussi, d'ailleurs. Et j'anime un journal qui s'appelle Le Défi panafricain, et qui a un site aussi. Et je travaille sur des sites internationaux pour lesquels je travaille. Moi, je suis travailleur de ce site-là. Et voilà, j'aime le débat, parce que la philosophie, c'est le débat. Et malheureusement, comme lui, je constate que l'état de la presse n'est pas très reluisant, pour des tas de raisons. Voilà. C'est comme tout ce qui se passe dans nos pays africains en général. Vous savez, tous les défis que nous avons, qui sont d'abord économiques, mais aussi culturels. Cela, on en reviendra tout à l'heure peut-être, on y reviendra tout à l'heure avec les pensées du président Senghor.
nous avons vraiment des défis énormes à relever et comme nous n'en avons pas peut-être les moyens pour avoir une presse ambitieuse, compétitive et réellement démocratique plus que libre, voilà, c'est un défi qui dans l'état actuel des choses est exceptionnellement difficile à relever dans chacun des pays du Sud. Voilà pour introduire. Très bien, donc nous avons relevé le même regard inquiet que Pape Samba concernant la situation de notre presse. Donc nous avons découpé cette émission en 3 parties qui sont faites de questionnements que vous inspirent donc les concepts et slogans du président de la République, à savoir le fast track, le Sénégal pour tous, la gestion sobre et vertueuse, les programmes zéro déchet, zéro bidonville, Sénégal émergent, entre autres. Donc nous sommes dans un contexte de ralentissement économique, on l'a appris ce matin dans la presse. Donc la croissance économique en 2019 a fléchi quelque peu de 0,7%. Pensez-vous aujourd'hui que le concept fast track Pape Samba a une signification et est-ce que cela veut dire quelque chose à vos yeux? Je crois que la première fois que nous avons entendu le président de la République prononcer ce slogan, c'est quand il a supprimé le poste de Premier ministre. Bon, pour le justifier, il a expliqué qu'il fallait que l'action gouvernementale soit plus rapide, etc. Et c'est là qu'il a sorti le slogan Fast Track. Je crois qu'il se justifiait seulement par ça, pour nous expliquer de façon un peu plus simple, dans un souci de communication ramassée, et aussi peut-être, comme toujours en communication, frapper les esprits, et nous faire admettre cette idée de changer l'ordonnancement institutionnel. Il a justifié ça par la nécessité d'aller vite, et donc fast track, c'est nouveau, c'est machin, bon, on l'a déjà entendu ailleurs. Les slogans, ça a toujours servi aux hommes politiques pour communiquer, frapper les esprits, etc. Mais on a l'impression que vous en avez aligné beaucoup. C'est le fast track qui tire tout ça, parce qu'en fait, finalement, il y a une sorte d'embouteillage de slogans entre ça et Sénégal pour tous, Sénégal de tous, sur les questions d'avenir, rendez-vous avec l'avenir. J'ai regardé le discours du président. Tous ces slogans sont soulignés en gras. Et il y en a beaucoup et ça fait une sorte d'embouteillage. En général, je crois que ça serait bien d'en avoir un qui fédère un peu toutes les préoccupations que contiennent les autres slogans. En tout cas, qui les fédère au maximum, d'en avoir 1 ou 2 avec lesquels on conduit sa politique, plutôt d'en avoir 8, 10 comme ça, dont on ne se souvient d'ailleurs. C'est ça. Et qu'est-ce que vous choisissez entre le fast track et le fait d'aller lentement, mais sûrement? Vous savez, il y a des préceptes comme ça, qui va piano va sano, etc. C'est des trucs, c'est des adages qu'on prend comme ça. Mais il est vrai que parfois, n'importe quelle action gouvernementale ou autre, puisse commander d'aller plus vite que d'ordinaire. Mais je ne crois pas qu'on soit dans ce cadre-là. Et il y a des raisons, quand on prend des décisions politiques aussi lourdes, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'expliquera jamais assez aux gens, sauf à alimenter des débats, des suspicions, des machins. Donc on fait au plus simple pour dire que je le fais pour aller plus vite, mais je me demande si c'était la raison principale. Ça ne peut pas être la raison principale. Très bien. Mohamedou Moustapha, donc ça ne nous a pas échappé, fast track, c'est un concept anglo-saxon. Les anglo-saxons qui sont d'habitude assez, en fait, réputés efficaces. Est-ce que le président a choisi de mettre en avant ce slogan, selon vous? Pour en revenir, comme Pape Samba, sur la notion de slogan, vous savez, les improvisations se préparent longuement. En réalité, on dit que c'est improvisé. Bon, il y a dans l'histoire des moments clés ou des moments, en tout cas, qui ont fait tilt, comme par exemple le fameux discours de Kennedy à Berlin, quand il vient, il parle en allemand, pour dire que Ich bin ein Berliner. Ça a été préparé pendant très très longtemps.
quand le premier homme marche sur la Lune et qu'il dit que c'est un petit pas pour l'homme et un grand bond pour l'humanité, en anglais, c'était aussi préparé pendant très longtemps. Donc les slogans, on doit bien les mûrir avant de les lancer. Donc le fast track, effectivement, le président a bien eu raison de le lancer au moment de la suppression du poste de Premier ministre. Ce n'était pas une initiative nouvelle au Sénégal. Il y a eu dans le temps, Abdou Diouf avait supprimé le poste de Premier ministre. Et c'était d'ailleurs le président Niasse qui était à l'œuvre pour le faire. Bon, moi je suis plutôt pour les slogans en langue nationale. Et dans le cas du Sénégal, il faut quand même tirer le chapeau à Abdoulaye Wade, qui a réussi à inventer un slogan SOPI que personne ne pourra jamais effacer. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est le même pour Obama. Yes, we can. Par exemple, réinventer la roue. Parce qu'à un moment donné, du moment politique, il faut trouver le bon slogan. Et ça, voilà, il faut du travail d'équipe. Hein. C'est comme les éléments de langage qu'on donne aux hommes politiques à la télé pour qu'ils répètent ça tout le temps. C'est comme les séries policières américaines que les gens regardent pendant des dizaines d'années. Mais il y a une armée de scénaristes qui font le travail. Donc ce ne sont pas des choses qu'on crée comme ça du jour au lendemain. Alors, mais il faut prendre aussi le temps de mûrir le slogan. Et le président a expliqué, pas seulement sur le slogan, sur le fait que si le changement au niveau du poste de Premier ministre, donc s'il ne l'avait pas enlevé, ça aurait pu aussi créer des suspicions sur le dauphinat, entre guillemets, etc. etc. Donc ça aussi, c'est l'une des raisons peut-être voilà, de ce fast track, mais aussi le fait qu'il n'a plus qu'un mandat, en tout cas sur ce créneau-là, et qu'il doit aller très vite, et qu'il n'a pas de temps à perdre. Il y a un autre slogan qu'il utilise, le temps de l'action. Et je pense que celui-là est très, très pertinent. C'est ça. Il y a certains compatriotes qui ne sont sûrement pas de son bord, qui jugent ces slogans comme des slogans vides, comparés à des eaux qu'on donne aux Sénégalais, qu'ils vont ronger le temps d'un mandat. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Les gens ont parfaitement le droit de penser ce qu'ils veulent des slogans, parce que les slogans sont des trouvailles qu'on apprécie selon le bord politique où on est. Donc que les opposants ne soient pas d'accord, mais je comprends ça parfaitement, c'est normal. Mais il faudrait mieux qu'ils s'occupent d'analyser ce qu'il y a au-delà du slogan, ou peut-être devant le slogan. Mais pas seulement s'occuper de slogans. Vous savez, en philosophie, une théorie qui s'est très répandue a été celle du soupçon. Les grands philosophes du soupçon, comme Karl Marx, ou bien Nietzsche, ou bien Freud, ce sont ces philosophes qui nous disent, ou en tout cas ces penseurs, que ce qui est dit n'est pas seulement ce qu'il faut prendre en compte. Il y a peut-être ce qui n'est pas dit. Ou ce qui est dans, enfin, pour parler en marxiste, ce qui est dans le contexte, ou le hors-texte, etc. Donc il faut aller au-delà du slogan, et l'opposition ne doit pas s'arrêter à des slogans. Il doit lui-même d'ailleurs en créer pour combattre les slogans du pouvoir, et que ce débat slogan dépasse ce débat purement, disons, verbal, pour aller plus loin dans le réel. Très bien. Il y a également un autre mot, émergence, ou émergent, qui veut dire littéralement sortir la tête de l'eau. Pape Samba Kane, est-ce que vous croyez aujourd'hui, à l'orée de 2020, le Sénégal sort la tête de l'eau sur le plan économique, sur le plan culturel, social, etc. Bon, si on se réfère aux paramètres de développement extérieur, nous restons un pays sous-développé. Hein. Il n'y a pas de souci. On n'est pas un pays émergent. L'émergence est un projet. C'est un projet dont le terme, d'ailleurs, est, à mon sens, d'ailleurs, fixé de façon assez proche. 2035, c'est dans 15 ans. Et je crois que pour développer un pays, il faut un temps un peu plus long que ça. Je ne veux pas allonger ton émission par une anecdote, mais il semblerait qu'une fois, c'est une sorte de fiction, les chefs d'État du monde entier étaient allés voir Dieu pour lui demander, voilà, ceux de l'Amérique, quand est-ce que nous allons atteindre le niveau top de développement où nous n'aurons plus de problème. Dieu regarde les Américains et dit dans 150 ans. Les Européens, oui, mais il leur dit, bon, vous peut-être dans 300 ans, 350 ans. Et puis après, les Obasanjo, c'était du genre d'Ablaï Wade, s'avance.
etc. Quand est-ce qu'on va atteindre le développement? Et Dieu leur dit, ce ne sera pas sous mon règne. Pour vous dire que nous ne sommes pas très bien partis dans la course dans laquelle nous sommes entrés. Et de ce point de vue, je crois que nous devrions peut-être, plutôt que de courir derrière des paramètres qui ont été fixés par d'autres, et là vraiment, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, même sur le plan politique, on va chercher des modèles ailleurs et on ne fait pas souvent l'effort de les adapter à notre culture et à notre propre réalité, à la fois économique, culturelle, environnementale, tout ce que tu veux. Donc on va courir derrière et peut-être qu'un jour on va atteindre des niveaux que même les autres États et continents ont atteints, nous serons toujours des sous-développés parce que nous serons également qu'aujourd'hui derrière eux. Donc il faudrait qu'on essaie de trouver des moyens. C'est du long terme. Je suis toujours extrêmement agacé par tous ces discours qui viennent d'hommes politiques, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition, les choses tournent, de nous parler comme s'ils voulaient régler nos problèmes pendant qu'eux-mêmes sont vivants et pendant que nous sommes vivants. Les problèmes d'un pays se règlent à des échelles, parce que le pays il est éternel, heureusement. Se règle donc à des échelles forcément différentes des échelles des problèmes personnels. Je veux devenir président de la République, ça se passe en un temps, il faut que je sois avant 75 ans, sinon c'est réglé. Ça, c'est des problèmes que tu dois gérer à ton échelle. Mais je veux développer le Sénégal, on ne peut pas le mettre dans un truc, dans un discours du genre « demain on rase gratis ». Et nous sommes souvent... C'est pourquoi d'ailleurs, pour revenir au slogan, les gens ont ce besoin de sortir des formules fortes pour frapper les esprits, pour leur faire dire ouais, celui-là, il a trouvé la bonne formule. Or, c'est de la création, c'est presque de la création artistique. Le SOPI a été créé pendant que Wade était dans l'opposition. Et le SOPI, il est indestructible, il est éternel. Il est tellement indestructible qu'en 2000, en français, l'adversaire, le Parti socialiste, a admis qu'un publicitaire international vienne leur proposer même la traduction du SOPI, le changement. Et ça a plus agacé les gens qu'autre chose, parce que heureusement, les gens sont bilingues, comprennent très bien que SOPI a été pris en français, etc. Donc la politique est un art très, 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 très difficile. C'est un art exigeant. Dans cet art-là, l'exercice du pouvoir devient encore plus exigeant. Et je crois que ceux qui sont au pouvoir doivent veiller beaucoup à leur communication. Je m'en arrête là parce que je crois qu'on en parlera du discours et de la conférence de presse. C'est ça, on va y revenir. Voilà. Donc, dans le contexte sénégalais, Mohamedou, où le Sénégal n'a pas de bon classement sur les indices de développement humain, est-ce que le mot émergent ou émergence prend un sens à vos yeux? Bon, écoutez, les pays africains ont eu cette habitude, à un moment donné, d'accepter, comme il est dit d'ailleurs, un certain nombre de concepts qui sont plus ou moins imposés, disons souvent d'ailleurs à l'époque par la Banque mondiale et les FMI, comme l'ajustement structurel. Tout le monde a fait de l'ajustement structurel. Alors, les plans, donc Sénégal émergent, mais il y a le plan Gabon émergent, il y a le plan Togo émergent, tous les pays font émergent, émergent. Moi, j'avoue que je préfère les mots créés dans nos propres langues. Moi, Yonou Yokouté me satisfait parfaitement. Yonou Yokouté, c'est excellent. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça a basculé parce qu'après, c'était propre au président et il est allé dans une coalition avec Benno Bokk Yakaar et il a fallu donc créer quelque chose d'autre. Mais ce qui est important pour le Sénégal, ce sont les réalités économiques telles qu'elles sont. Et quand même, ce que le président Macky Sall a réussi pendant la campagne, il a déroulé les chiffres. On a atteint une année donnée, en 2017, je crois, plus de 7% de taux de croissance. Quand même que le Sénégal et la Côte d'Ivoire étaient les seuls pays de la zone CFA qui avaient atteint ce type de taux de croissance, c'était quand même exceptionnel. Bon, qu'on nous dise qu'on ne marche pas la croissance, ce n'est pas vrai. Si on le rapporte au Sénégal et au discours du président pendant qu'il adressait au peuple ses vœux pour le nouvel an, on a vu pour l'électricité qu'il a doublé la capacité. On a vu pour toutes sortes de choses, des chiffres qui sont précis. Lui-même a fait ce que les autres journalistes n'ont pas fait. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Il a fait son homework, il a fait son travail à la maison. Il avait des chiffres en lui, comme ingénieur il est, et il les a sortis. On peut les citer. Et donc cela est très important. Donc c'est des chiffres que l'on ne peut pas nier. C'est l'évidence même. Bon, maintenant, le développement macroéconomique est une chose.
le développement, pour ainsi dire, microéconomique en est une autre. Comment les Sénégalais lambda dans l'ensemble du pays ont senti cela, l'ont vécu et ont vécu certaines difficultés et continuent de vivre dans certaines difficultés. Ça, c'est autre chose. Et donc, c'est pourquoi je pense qu'il a lui-même conscience qu'il faut que les choses, puisqu'il est garant de l'égalité, il l'a dit aussi, il faut que tous les Sénégalais se sentent concernés et ressentent ce développement économique qui, en tout cas, est passé d'un point A à un point B pendant son premier mandat. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il appelle les accès universels, par ailleurs. Donc, mais nous, avant d'en finir avec les slogans, on va s'intéresser à la gestion sobre et vertueuse. Pape Samba, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que vous pensez qu'en 2020, il y a moins de corruption, il y a moins de concussion dans ce pays? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? On va revenir à l'origine de la gestion sobre et vertueuse. C'était quasiment un slogan électoral, en termes de slogan. C'est différent des slogans qu'on a forgés pour communiquer sur l'action gouvernementale qu'on mène ou autre. Donc il faut le prendre avec cette précaution que les promesses électorales, surtout, n'engagent que ceux qui y croient. Bon, gouvernance sobre et vertueuse, ça peut être une intention belle, et elle l'est. Ça demande une action précise, quotidienne de surveillance, etc. On a créé, le président de la République a créé des institutions, le FNAC, on sent l'IGE actionner pour surveiller. Il avait trouvé ici des institutions, il les a renforcées par d'autres, des institutions chargées de surveiller la bonne gouvernance. L'essentiel, le problème, c'est que ce que l'on constate, et là, moi, j'en ai une lecture politique, vous me pardonnerez, plutôt que économique. Le président semble sincère dans son souci d'arrêter ces histoires de prévarication, de détournement, de ce qui existe ici depuis très longtemps et qui ont pris une certaine ampleur depuis 2000. Ça, il faut le dire en étant très honnête. Depuis 2000, il y a eu une sorte de basculement des mentalités et des pratiques vers le tout argent. L'argent est devenu ce que j'appelle quelque part la colonne vertébrale exténuante de notre société. Et vous ne pouvez pas tenir tout le temps, tous les gens que vous avez. Même dans votre famille, vous avez peut-être des problèmes parfois avec les enfants, etc., l'argent. Ils choisissent même des filières parfois pour pouvoir travailler très vite, alors qu'avant, on se souciait de vocation, etc. Le pays a beaucoup changé. Et ça, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, un président, un messie, personne ne le changera sans la participation des Sénégalais. Maintenant, la lecture politique, c'est que je crois que le président Macky Sall est un peu trop sénégalais du point de vue du masla. Et il le fait aussi avec les gens avec qui il travaille, avec qui lui sont proches. Et la sanction est un peu absente de certaines choses qui sont vraies. La vraie analyse politique, c'est que parfois, même quand ce n'est pas vrai, on voyait des chefs d'État sacrifier des gens. C'est une façon de parler pour apaiser les esprits. Je n'ai jamais vu Macky Sall faire ça. Peut-être est-ce une force de caractère, mais je crois que sur le plan purement politique, ça serait ça n'est pas très efficace, ça n'est pas très pertinent. Moi, je veux rebondir là-dessus, parce que ce fameux masla dont il parle, et on en revient au président Senghor. Le président Senghor disait que le problème principal que nous avons, c'est un problème de culture. Et au fond, l'économie est liée aussi à la culture. Tout est lié à la culture. On ne peut pas dissocier notre vie de tous les jours à la culture. C'est-à-dire que les mêmes Sénégalais qui disent qu'il faut arrêter tous les corrompus, ceux qui ont volé l'argent, les tournements de deniers publics, dès que la personne est arrêtée, elle est à Rebeuss, 1 semaine, 2 semaines, sont les mêmes qui disent non, il faut lui pardonner, il faut que le président le gracie. Et même dans l'opposition, les gens disent que c'est le président qui amène les gens en prison, qui les sort de prison, même s'il y a des preuves qui ont été affichées. Je ne cite personne, mais on a vu ce qui s'est passé ici. Quand il y a des fausses factures, quand même, on ne peut pas dire que la personne n'a rien fait. Mais même dans ces cas-là, maintenant, on a trouvé une formule exceptionnelle au Sénégal, c'est que plus personne n'est coupable de rien du tout, et dès qu'on est en prison, c'est politique, il n'a rien fait, etc. Donc ça, comment faire avec? Et ensuite, les pressions sociales. C'est peut-être les sanctions ou les punitions à sens unique qui gênent ces personnes dont vous parlez. Oui. Et ça, par exemple, au niveau du grand entretien du président avec la presse, il y a certains journalistes qui ont esquissé ces questions.
Par exemple, en disant au président, oui, un certain nombre de personnes, mais ils auraient dû les citer, ils auraient pu, pour faire le travail. Il y a eu à un moment donné une déclaration qui avait été faite avec des noms qui avaient été cités, etc. S'il avait fait ça, ça aurait eu plus de punch et le président aurait répondu à une question de manière, disons, frontale. Mais comme ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas le président qui va faire le travail des journalistes à leur place. Donc quand les journalistes esquissent ou juste, voilà, lui, bon, il est un politicien, il fait son travail et puis ça va. Très bien. Et pour en terminer, sur la gestion sobre et vertueuse, est-ce que vous pensez, comme Pape Samba, que ce fut une promesse de campagne et qu'on ne doit plus en parler? Non, je ne le crois pas, parce qu'à l'époque, quand même, c'était un enjeu politique majeur dans ce pays. Tout le monde a vécu ça. On a vu, par exemple, ce qui s'est passé le 23 juin. Parce que la gestion sobre et vertueuse n'est pas seulement une question d'argent. Il y a une question... bon, il faut parler un peu de philosophie. Il y a un grand penseur allemand qui s'appelle Max Weber. Moi, il me plaît beaucoup, d'ailleurs. Je suis en train de travailler sur lui. Il a sorti deux concepts. Le concept de éthique de conviction et éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est l'éthique, disons, propre à l'imam ou à l'abbé, ou voilà, à l'homme de conviction. Donc, il parle en conviction. Maintenant, le politicien, enfin, l'homme d'État, il applique l'éthique de responsabilité. Vous ne pouvez pas dire de manière, donc, disons, apodictique, voilà, la vérité est là, on s'accroche à la vérité, comme par exemple nous dit Kant, il ne faut jamais mentir, ce n'est pas possible en politique. On est obligé d'épouser les contours du réel, la vérité du réel telle qu'elle est. Et celle-là, elle est changeante, cette vérité-là, et à un moment donné, bon, il faut l'accommoder. Mais ça, ce n'est pas ce que dit la religion, ce n'est pas ce que dit la morale. La politique n'est pas du tout ces deux choses-là. Elle n'est ni la morale, ni la religion. Et ça, c'est peut-être un autre débat. Mais à la télévision sénégalaise, enfin, dans les télévisions sénégalaises, dans les discours des politiciens, on passe le temps à faire des sermons et des khutbas. Et même certains journalistes tombent dans ce travers-là. L'homme d'État n'est pas là pour faire ça. Il a une éthique de responsabilité pour résoudre des problèmes concrets dans le meilleur scénario possible, dans l'intérêt majeur de l'ensemble de la population, en tout cas du plus grand nombre de personnes concernant. Donc voilà. Très bien, c'est bon. Oui, non, c'est juste pour rebondir sur ce que je crois que la question du slogan électoral, bien sûr, on ne le fait pas de façon cynique, on le fait en y croyant, même si c'est pour être élu. Et puis après, une fois élu, mais là, ça, on rejoint ce que dit la première victime de cette gestion sobre et vertueuse. La vertu, c'est de sanctionner les fautifs. C'était la sanction portée contre Karim Wade. Mais ce que disait Mamadou Dia Legui, tout à l'heure, excuse-moi, c'est que vraiment, aujourd'hui, Karim Wade semble devenir l'un des premiers problèmes du président Wade. Macky Sall, excusez-moi, il faut qu'il le libère, il faut qu'il le machin, alors que nous tous, la foule criait à la pendaison contre Karim Wade. Et si vraiment aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, si tu te dis que, bon, écoute, je vais aller le prendre, et puis après, dans 3 mois, ça va devenir une patate chaude entre mes mains, peut-être que tu te diras, bon, je vais essayer de le gérer autrement. Politiquement, c'est plus facile de le neutraliser, et puis après, plus tard, quand la justice viendra et qu'on voudra me présenter comme le méchant grand loup, je vais le libérer et tirer les bénéfices. Parce que vous avez vu comment Khalifa Sall a été libéré, presque contre son gré. Parce que le président pouvait en tirer un bénéfice parce qu'il y avait une demande forte sur lui pour le faire. Il a fait son décret, il l'a sorti et ça a été au moins, si momentanément même seulement, ça a été un bon point pour son image. Et donc, de ce point de vue, ce jeu de yo-yo, quand je disais tout à l'heure qu'il faut que nous tous nous y mettions, c'est ce que je voulais dire. Hier, avec un taximan, c'est ce qu'on était en train de discuter. C'est ma météo du paysan, comme je l'appelle, les taximans. Il me dit, Sénégal, une fille, etc., quand, même si on est très, très, très en flèche, qu'on est contre toi, etc., si demain tu as le moindre problème, je serai là à être à tes côtés. Et c'est vrai. Et c'est vrai, l'adversité politique au Sénégal n'a pas atteint un certain niveau, et heureusement d'ailleurs. Parce que que ce soit sous Diouf, sous Wade ou sous Macky Sall, quand un opposant est malade, c'est le président qui le prend en charge pour le soigner. Quand il y a un décès, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'en va. Et à ces moments-là, les gens sont sincères. Hein. Je n'ai jamais vu de théâtre dans cela. J'ai vu que les gens étaient réellement touchés par le décès de celui-ci, ou la maladie de celui-là, ou la perte de la mère de celui-ci. C'est une force au Sénégal qu'on conserve, qu'on devra conserver. Ça ne doit rien enlever
au discours politique, mais ce discours politique doit être dépouillé de beaucoup de choses, je crois. Très bien. Et sans transition, on va aborder la deuxième phase de l'émission et on va s'interroger et même s'émouvoir de la déliquescence, on va l'appeler comme ça, c'est pas un gros mot, de Dakar, et ainsi que de nombreuses villes du Sénégal. L'État a lancé des plans pour la propreté, pour les zéro déchets, les zéro bidonville. La mairie de Dakar également a lancé un projet qui s'appelle Ville propre, un peu en désespoir de cause. Alors vous, Mohamedou, vous avez assisté à la transformation et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous expliquez l'état de Dakar avec les encombrements, le respect de rien du tout, l'autorité qui va à volo? Comment vous l'expliquez? Je dois dire que je suis vraiment, je ne sais pas comment dire ça, je suis sidéré. Par exemple, il m'arrive, comme je travaille à l'Assemblée à côté, donc d'aller revoir mon ancien lycée, le lycée Vanvo. Lycée où j'ai été élève et ensuite enseignant. Pendant 10 ans, donc 7 ans. Ensuite, je suis parti à l'université, je suis revenu. C'était un lycée à l'époque. Il y avait des jardins, des fleurs. C'était très bien entretenu. Et bon, comme par hasard, il y avait aussi beaucoup de Toubab, de Libanais, de Sénégalais. Donc il y avait une sorte de melting pot. Le premier d'ailleurs proviseur noir, entre guillemets, noir réellement, du lycée, c'était M. Fati, qui est là, Ali Fati, en 1974 je crois, qui était le premier proviseur. Donc comme par hasard, par la suite, vers 1984, donc ce lycée est devenu lycée Lamine Gueye, mais aujourd'hui, allez là-bas, vous allez voir. C'est un scandale. J'ai discuté avec le proviseur qui m'a dit qu'il a un budget, mais vraiment squelettique, pour pouvoir s'occuper de l'ensemble de l'infrastructure. Alors qu'on apprenait du tout, du football, du handball, du volley. Il y avait toutes les disciplines possibles et imaginables. À monter aux cordes, à tout faire, à sauter, lancer au poids. Il n'y avait pas de discipline. Et l'équipe du lycée Vanvo de l'époque contre l'équipe de Saint-Michel, quand ces deux équipes jouaient au basket par exemple, c'était pratiquement le championnat national qui se jouait. Donc lui a su marcher. Alors tout cela, il y a un problème. Pourquoi nous, quand nous prenons les choses en charge, ça se dégrade? Mais c'est aussi une question de culture et du fait que les gens doivent assumer les responsabilités. La propreté, ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. La propreté, c'est une action quotidienne. On a connu ici à l'époque Set Setal, le fameux morceau de Youssou N'Dour, etc. Mais on a comme l'impression au Sénégal que tout est question de campagne. Il y a le temps d'une campagne, on parle d'une chose, et après on n'en parle plus et on ne fait rien. Et on laisse les choses, voilà. À l'époque des colons, si vous lisez les livres, il y avait des brigades d'hygiène, je ne sais pas comment on les appelait, qui circulaient dans les quartiers, et le mot Wolof, c'était déjà marqué. Et vous versez de l'eau sale dans les rues, mais vous avez une contravention. Alors, parce que peut-être que les gens doivent marcher donc vraiment à la baguette. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que les autorités prennent les responsabilités. Bon, je vois donc le nouveau ministre Fofana qui fait un excellent travail, en tout cas le long des deux voies là qui mènent chez Feu Cheikh Béthio. Il y a des jardins qui sont déjà, moi j'habite pas loin de là, et je vois des jardins qui sortent de terre et que les encombrements ont été vraiment dégagés, bon, pourvu que ça touche l'ensemble du pays. C'est ça, et les écoles en précision, les écoles et lycées doivent être réhabilités, gérés par le patrimoine bâti de l'État. Peut-être que l'agence ne fait pas assez bien son travail. Là, je dois battre ma culpe aussi parce que je pense que nous tous devons être impliqués. Par exemple, je dois rendre hommage à Baratal. J'ai vu qu'il a réhabilité son ancienne école à Thiès. C'est remarquable. Mais tout le monde qui peut apporter un petit quelque chose et qui a peut-être quelques moyens doit le faire. L'État ne peut pas tout faire. Il faut dire, il l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays pauvre. Il ne faut pas oublier cela. Je pense que les gens parfois s'imaginent que nous sommes dans un pays riche. Nous le serons, Inch'Allah, très bientôt, quand le pétrole, le gaz, les zircons et tout cela sera là. Ce n'est pas encore le cas. Il y a encore quelques années qu'on doit serrer la ceinture pour y arriver. Mais en attendant, il faut faire ce qu'on appelle de l'investissement humain pour la propreté, le Set Setal, mais c'était un slogan magnifique, traduit dans le réel. Les slogans, il faut les traduire dans le réel. On l'avait fait à l'époque. Ensuite, comme d'habitude, les Sénégalais, on oublie. Et la saleté, elle n'oublie pas d'être produite tous les jours.
Et donc, voilà le problème. Très bien. Pape Samba, est-ce qu'il est facile de réfléchir en tant qu'écrivain ici à Dakar avec toutes ces images qu'on voit et qui blessent les yeux, les pollutions olfactives, visuelles, etc. Comment vous vous débrouillez, comment vous faites pour vous en sortir, faire des livres dans cette ambiance? Il n'y a pas que l'insalubrité, il y a beaucoup d'autres choses qui tiennent à la culture. D'ailleurs, dans nos pays, quand on vous trouve en train d'écrire, on ne dit pas « Bail, c'est pas pour faire liguer ». Quand je suis en train de réparer les meubles, on ne vient pas me dire, on me demander le prix du sel. Mais quand je suis en train, sur ma machine, de travailler à ce qui apporte le sel dans la maison, on envoie les enfants fatigués pour n'importe quoi. Et ça, même parfois, des gens instruits, etc. C'est une question extrêmement difficile. Je crois qu'elle est un peu provocante, mais je ne crois pas qu'on puisse trouver un cadre. On se débrouille, on s'enferme dans soi-même. Ça peut avoir toutes sortes de conséquences, on néglige des choses. Je n'ai pas envie trop de parler de moi, mais quand j'écrivais mon roman Samouridjiné, ma fille, elle me le rappelle jusqu'à présent en se tordant de rire, elle me dit « On venait te dire Papa Gatsby Tcherna et tu disais je m'en fous ». Et donc, c'est vraiment, c'est du stakhanovisme, c'est tout ce que tu veux, sauf quelque chose de tranquille. La preuve d'ailleurs, tous nos écrivains ici courent derrière des résidences d'écriture en France, en Tunisie, en Allemagne, partout, pour pouvoir en 6 mois terminer un roman. Sinon, j'ai en 6 mois ici, entre les Ngente, les Dutch, les machins, les trucs, vous n'avez pas le temps. Alors, je ne parle pas de l'environnement, de la pollution sonore, etc. Tous les matins, ce qui nous réveille, c'est dans nos quartiers. C'est presque si on voulait nous dire, et je vais venir, ça nous fait venir à l'insalubrité, etc. C'est comme si on nous disait, il faut payer ce prix-là pour qu'on vous prenne vos ordures. La benne à ordures, c'est bien ça, c'est du féminin. Quand elle arrive dans le quartier, c'est le klaxon à fond pour que les femmes sortent les... J'ai entendu une fois le président du syndicat des éboueurs, là, un garçon extrêmement sympathique d'ailleurs, parler à une radio et on l'interviewait, on disait mais attends, le klaxon là, il dit ah non, si on ne klaxonne pas, les bennes ne sortent pas. Et ça aussi, c'est un problème de nous autres. On prend toujours le Rwanda pour modèle. Moi j'ai eu des amis rwandais ici avec qui je sortais parfois dans Dakar pour aller visiter l'intérieur du pays. Et quand un peu distrait, après avoir bu mon gobelet de café ou d'autres choses, je jetais ça par terre, il y en a un ou une qui me dit « Arrête, va ramasser ça, va ramasser ton truc. » Donc, et quand j'allais chez eux, les chaussures qui vont dans les toilettes, ce n'est pas les mêmes avec lesquelles on marche dans la maison. C'est d'abord une question d'individu. Je crois que le gouvernement, vraiment je n'aime pas faire ce type de pari, mais ils vont mettre encore beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, peut-être. J'ai vu le jeune Fofana dont tu parlais tout à l'heure dire hier à la télé que ce n'est pas une question de donner de l'argent, on invite les gens à sortir, etc. C'est vrai que ça aussi, je trouve ça, c'est un garçon extrêmement sympathique, comme tu dis, il travaille bien et tout ça, et c'est une bonne volonté, c'est une bonne option de dire ce n'est pas une question d'argent. Mais il faut quand même mobiliser dans les quartiers des personnes comme ce qu'ils appellent, mais toujours en termes de slogan, des personnalités remarquables. Vous allez à la Médina, vous allez à Fass, vous allez partout dans les grands quartiers qui sont concernés par l'insalubrité, vous trouverez des personnalités, des gens qui peuvent mobiliser les jeunes désœuvrés là pour nettoyer la rue. La preuve, les 7-7 ont eu lieu ici, aucun gouvernement n'était derrière, qui peuvent mobiliser les jeunes pour, après une séance de thé, pour nettoyer le quartier toutes les semaines, tous les jours presque. On va les laisser de côté, on va aller chercher des maires qui sont des hommes politiques, des politiciens. On va chercher des machins, des trucs qui vont, je crois, faire perdre de l'énergie aux gens. Il faut imaginer d'abord quelque chose de plus original et aussi inviter les Sénégalais, les sensibiliser à l'hygiène, les problèmes de santé, beaucoup de problèmes que nous avons et surtout ce que ça nous coûte que d'avoir une ville sale, quand ça pleut et qu'on déploie beaucoup d'argent pour régler des problèmes d'insalubrité, d'inondation, alors que parce qu'on est inondé, parce qu'on a bouché par des ordures les bouches d'évacuation d'eau, etc. Je crois vraiment, pour résumer ça, parce que j'espère qu'on parlera de l'opération de communication du 31 décembre, pour résumer ça, je crois que les Sénégalais eux-mêmes doivent s'y mettre, le service d'hygiène
Il existe encore, mon cher. Tu semblais ne pas le savoir. Il existe encore, ils portent de très belles tenues, ils ont aujourd'hui leur siège à la... Mais on ne les voit pas dans les maisons, comme je le voyais, tu le voyais, quand on était jeune, venir avec leur carnet et marquer, comme il dit. Et toi, tu répondais à une convocation et tu payais une somme que tu pouvais utiliser pour faire manger ta maison, ou parfois même, il y avait des sanctions pénales. Et ça, il faudrait peut-être que, sans qu'on en arrive là, ou bien le jeune Fofana l'a dit hier, que peut-être on prévoit même des sanctions pour les gens qui saliraient ou occuperaient la rue de façon à l'encombrer. Peut-être, il faut le faire. Nous aimons notre liberté. Mais tout a un prix. Si je ne veux pas, je disais à ma petite fille de 10 ans, si tu ne veux pas qu'on t'engueule, il ne faut pas faire quelque chose qui vaille qu'on t'engueule. C'est aussi simple que ça. Très bien, c'est ça. Et donc, avant d'en finir avec ces aspects, est-ce que la vie culturelle dakaroise et même sénégalaise de façon globale n'a pas disparu avec ces histoires d'incivilité qu'on note matin, midi et soir dans le pays, Mohamed? Non, mais je pense que bon, ça c'est peut-être deux sujets distincts, mais justement, ça, voilà, tout ça est englobé par l'éducation. Si l'éducation, voilà, l'éducation dans le double sens du terme, hein, éducation dans les maisons et instruction et éducation dans les écoles, si l'éducation est défaillante, et malheureusement elle est défaillante, l'école, le niveau a dégringolé, bon, c'est vrai que la démographie a été multipliée par X, etc. Et que donc les actions de sensibilisation, bon, mais les campagnes, entre guillemets, comme font les Sénégalais, comme nous avons toujours fait, ces campagnes ont une durée de vie qui est celle des roses. Pour que l'action soit pérenne, il faut imaginer autre chose. Les expériences passées l'ont démontré. Donc ce que moi je pense, c'est que la propreté doit être un métier et qu'il y ait des gens qui finalement trouvent des emplois dans les quartiers, qu'on emploie des gens réellement, qu'on les paye pour que l'action soit pérenne. Les mairies sont là, les mairies d'arrondissement, etc. Il faut trouver des emplois aux jeunes, voilà, à certains jeunes dans ce contexte-là. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la culture, mais c'est un scandale monumental. C'est-à-dire Sorano, l'état de Sorano aujourd'hui, mais ça fait pleurer. Et pourtant, moi, je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais à l'ambassade à Washington avec le général Seck, Mansour Seck, on a été invité un jour à aller à Irvine, en Californie, dans la capitale donc, de l'état d'Orange, l'un des états les plus riches des États-Unis. Ils nous ont invités à venir, pourquoi? Pour juste assister à une semaine du ballet sénégalais qui avait été invité à venir se produire là-bas. Et ce ballet s'est produit donc de Sorano pendant une semaine, salle close, tous les billets avaient été vendus. Et Irvine, c'est pratiquement une ville où il y a presque 98% de blancs. Et il était captivé par le spectacle. Donc c'était Jean-Pierre Lersener qui avait organisé donc, la chorégraphie, et c'était des chansons traditionnelles sénégalaises accompagnées de toute une rythmique Sorano, comme le grand Sorano savait le faire. Voilà ce que nous pouvons vendre à l'étranger, et que nous pouvons vendre ici aussi aux touristes qui viennent au Sénégal. Mais Sorano, ceux qui étaient là, ont vieilli, sont partis. Mais cette graine est dans le Sénégal, de partout, de toutes les régions, de toutes les communautés. Il faut organiser des concours, aller chercher les jeunes talents, les vrais, et sur le plan traditionnel, les danses, les chants, etc. Et recréer Sorano, le grand théâtre, à qui on vient de donner ce nom magnifique de Doundiaye Rose. Mais il faut que la culture renaisse, même les cercles littéraires. Il ne faut pas que tout soit seulement politique au Sénégal. C'est ça, on va poser la même question, mais une brève réponse. Le grand paradoxe, Mamadou, et je l'observe dans le livre aussi, c'est qu'en réalité, de talents créatifs, au plan du théâtre, de la mise en scène, du cinéma, de la danse, mais on en a aujourd'hui à profusion, on n'en a plus. Si on est nostalgique de ce qui s'est passé là, c'est qu'on ne voit pas vraiment ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que ces gens sont laissés à eux-mêmes. Il y en a parfois qui émergent, ils sont tout de suite récupérés par le showbiz international, souvent européen, et maintenant ça commence américain. C'est des garçons extrêmement doués. Il faut voir ce qui se passe avec les séries télévisées aujourd'hui. Des choses extrêmement bien faites, même si certaines on peut discuter des orientations, de ce qu'on veut. Mais esthétiquement et du point de vue de l'imagination, moi j'ai rarement vu autant de créativité dans ce pays. C'est l'absence totale de l'État
de cette problématique qui est la grande question. On a un grand théâtre où il y a tout sauf du théâtre. On a construit un grand théâtre qui coûte extrêmement cher. Moi, je ne me souviens pas d'une pièce de théâtre qui ait été jouée là-bas. Sorano, n'en parlons pas. Dans mon livre que j'évoquais tout à l'heure, je parle de cette belle période où le ballet La Linguère était l'un des produits d'exportation du Sénégal, mais les plus visibles. Les autorités, depuis 2000, et puis même du temps de Diouf aussi, ça avait commencé, ne considèrent pas la culture comme un moyen industriel, comme quelque chose qui peut rapporter de l'argent, autant que le tourisme, sinon plus. D'autant plus que cette culture peut booster, peut pousser le tourisme pour lequel tout le monde a une sorte de yeux de chimène, et des sortes de yeux de chimène, et donc je ne sais pas, ça manque de vision. Il faudrait, tout le monde n'est pas Léopold Sédar Senghor, mais quand même canaliser toute cette énergie créatrice. Parce qu'on parle souvent du numérique qui est en train de tuer le livre, mais ce n'est pas vrai. On n'a jamais autant écrit au Sénégal et les jeunes n'ont jamais autant écrit que maintenant. Très bien. On va aborder donc la dernière partie de cette émission consacrée à la conférence de presse du président de la République. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les journalistes sénégalais sont toujours aussi astucieux? Alors, Pape Samba, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence de presse sur le plan forme et dans le fond? Est-ce que vraiment les journalistes sénégalais qui étaient là-bas ont posé les vraies questions à Monsieur le Président de la République? Donc, forme, fond, ça concerne, c'est deux choses, mais c'est 3 étapes. De mon point de vue, la conception de cette affaire me paraît peut-être devoir être revue. Le discours de fin d'année du président de la République est une sorte de figure imposée, hein, on peut dire, et qui a une expérience, on sait ce que ça signifie, on connaît ça depuis Senghor, et c'est enfin. L'autre chose qui vient aussitôt après est un choix qui a été fait de mettre la conférence de presse du président 1 heure après ce discours-là. Que le président rencontre la presse dans un grand format et parle avec eux pendant longtemps de tous les thèmes qui ont été abordés est une bonne chose. Mais à la fois de faire s'enchaîner comme ça, en 1 heure d'intervalle, un discours, figure imposée, fin d'année, solennel, etc., qui demande à être digéré et commenté par les éditorialistes, à la fois pro et contre le pouvoir, le lendemain ou le surlendemain, pendant 1 semaine, pendant 1 mois parfois, on débattait autour d'un discours de 20 minutes ou de 30, etc., enchaîné avec un show comme ça, peut-être nécessaire, mais je crois que ça aurait dû être placé ailleurs. Les 2 événements sont de bons événements, dont l'un d'ailleurs est une figure imposée, on ne peut pas l'éviter, donc il faut bien le faire. Le second est un choix qu'on a fait, et je crois que ce choix de faire enchaîner les 2 fait que l'effet de chacun annihile l'effet de l'autre. J'ai l'impression que le discours du président de la République, important, solennel, figure imposée, traditionnel, a été noyé par la conférence de presse sur laquelle on n'a pas de maîtrise, alors que le discours, on le maîtrise. Et pour le faire, le laisser digérer par les Mamadou, par les Pape Samba, par les Mamadou Marniaï, par les éditorialistes, les Madiambal, tout le monde, discuter, le vider, et puis après choisir à une autre date, d'ici l'indépendance, ou dans 3 mois, que le président puisse rencontrer 1 ou 2 fois en dehors de ces instants obligatoires, comme l'année, l'indépendance, etc., et les Korité ou Tamkhari, je ne sais plus, Tabaski, c'est une très bonne chose. Mais là, à 1 heure d'intervalle, je n'aurais pas fait ça. Et vous pensez que les bonnes questions ont été posées au Mais non, président? voilà, pour le deuxième étage, vous savez, justement, quand on organise une rencontre comme ça avec le président de la République dans un instant aussi solennel, on ne peut pas le faire comme tu nous as dit tout à l'heure avec Randou, c'est convivial, etc. Un débat. Il faut maîtriser, il faut contrôler, il faut, etc. Ça, c'est normal pour les organisateurs de l'événement. Et c'est normal que les journalistes, tout en acceptant les règles du jeu
la compartimentation par thème, etc., tout en acceptant les règles du jeu, peut-être dont je ne connais pas les détails parce qu'il y a eu des briefings qu'ils ont fait avant, aussi essaie un peu de bousculer les choses. Moi, je me souviens, d'ailleurs, ça circule un peu, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti sur le YouTube, où j'étais jeune journaliste en 93 et on devait interviewer Abdou Diouf après qu'il a battu Abdoulaye Wade aux élections présidentielles. Et les règles fixées, c'était que chacun pose une question. Ben, j'étais d'accord comme tout le monde, mais quand j'ai eu le micro, j'ai posé ma première question et puis j'ai tout de suite enchaîné. Je vais enfreindre les règles édictées par notre confrère Cheikh Dieye. Et j'ai posé une deuxième question un peu amusante où j'ai demandé au président si Abdoulaye Wade l'avait appelé pour le féliciter. Donc ça, c'est réglé. Donc est-ce que les journalistes ont fait ça bien? Je ne veux pas porter de jugement sur la manière de travailler de gens qui restent des confrères, mais je crois que l'affaire s'est tenue s'est faite de façon assez équilibrée. Très bien. Malheureusement, le temps est terminé. Voilà. On va donner la possibilité à Mohamedou de parler de ce sujet. Globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, moi je pense qu'il y a une pression que les gens se mettent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on est journaliste. On ne vient pas pour se mettre à la place des opposants. C'est-à-dire que vous ne venez pas pour essayer de mettre en difficulté, entre guillemets, le président. On ne peut pas le mettre en difficulté. Donc, vous allez poser et reposer les mêmes questions sur le 5e ou 8e mandat, etc. Le président a répondu de manière très limpide. Si vous voulez faire un bon travail, préparez bien vos questions. Comme j'ai dit tout à l'heure pour les improvisations. Vous les préparez, vous faites votre homework, vous faites votre travail chez vous. Comme le président l'a fait lui-même, il sortait les chiffres, donc il a bien travaillé, lui, son dossier. Et donc, par conséquent, poser des questions, mais simples, directes, bien écrites. C'est ça la base. Ensuite, maintenant, pour les commentaires, après, vous êtes libre de commenter ce que vous voulez. Mais vous voyez que la presse sénégalaise, aujourd'hui, est une presse malheureusement dévoyée et que toujours les questions politiciennes sont mises en exergue. De tous les débats, il y a eu des questions très importantes sur l'électricité, sur l'eau, sur l'accès universel, sur la CMU, etc. Ils mettent toujours en exergue cette histoire de mandat. Mais ce mandat vient de commencer, mais bon Dieu, 2024, seul Dieu sait qui sera là ou qui ne sera pas là. Prions Dieu d'y être et en bonne santé. Voilà, merci. Malheureusement, le temps est épuisé. On va devoir s'en arrêter là. On va vous remercier. Merci beaucoup, Pape Samba. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. De vous recevoir, ainsi que Mohamedou. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de retrouver Pape Samba, que je n'ai pas retrouvé depuis un bon moment. Et puis ce genre d'émission, je pense qu'il faut continuer à le faire. Et puis aussi exhorter la presse nationale à se libérer davantage et à sortir du carcan politicien. Voilà, merci beaucoup. L'émission est terminée. On vous remercie de nous être fidèles ici à ITV et on vous donne rendez-vous dans une semaine exactement. Au revoir, à bientôt. Angle d'attaque.